Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie, comme vous le savez. Cette semaine, c'est un peu spécial. Je vais faire une émission spéciale parce que j'ai décidé de me faire plaisir. C'est toi, Michel. Salut, Michel. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, certain. OK. Michel, pour le bénéfice de nos spectateurs, est-ce que tu pourrais nous donner ton parcours ou un résumé de ton parcours? Parce que si on fait tout ton parcours, ça va me prendre 2 émissions. Grosso modo, je suis un coureur des bois, la première chose, ce qu'il faut se dire. Je suis un coureur des bois. Je viens des Hautes-Laurentides, puis j'ai grandi dans un environnement propice à la photographie. D'accord. En ce sens que je viens des Hautes-Laurentides. Derrière la maison, il y avait une montagne parsemée de mammifères terrestres. Puis devant la montagne, de l'autre côté de la maison, il y avait des rivières pleines de poissons. Donc, chez nous, ce qu'on voyait, c'était des chevreuils, des orgnaux, la faune sauvage. J'ai grandi là-dedans. Et puis, j'ai été très tôt éveillé par la faune sauvage. Donc, je suis devenu, par la force des choses, chroniqueur, notamment dans des revues spécifiques en lien avec la traque du gibier, notamment la chasse, la pêche, parce que chez nous, on n'allait pas à l'épicerie, on allait chercher, on allait prélever des perdrix, des oies, on mangeait, qu'est-ce qu'il y avait dans le bois. Donc, coureur des bois, c'est vrai. Tout à fait, au sens très large du terme. Mais au-delà de traquer les animaux pour, dans le fond, pour s'en alimenter, j'ai appris à les connaître, à les comprendre, à les analyser. Et puis, je suis devenu guide naturaliste. Donc, guide pour amener des gens en forêt pour observer des orignaux, amener des gens en forêt pour observer des loups, entendre des loups. J'ai fait des activités d'appel aux loups en lien avec le réseau de la CEPAC. J'ai fait des expositions de photos sous le thème de beauté sauvage. Je faisais des expositions de photos où on avait de la faune aviaire, des grands-ducs, des hiboux, des oiseaux de proie et évidemment beaucoup de mammifères. Je me spécialise beaucoup dans le cervidé, donc les porteurs de panache, qui est très tendance parce qu'on les voit maintenant empaillés dans des auberges, dans des restaurants, et puis on les voit sur les gilets et tout ça. Et puis, évidemment, les loups, les ours et tout ça. Je suis guide aussi de chasse, je suis guide aussi de pêche, j'ai été pourvoyeur et je suis un photographe voyageur. Donc, j'ai fait l'Alaska, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest. Je suis allé en Afrique pour faire des photos. Tous les endroits à coup de cœur, l'Australie notamment. Et puis, le Québec, lui, je l'ai fait de long en large. Donc, si les gens ils ont des intérêts, à titre d'exemple, aller photographier des renards, je vais leur dire où aller, certains types de mammifères marins, c'est quand la bonne période pour photographier des cervidés, parce que la saison des amours, c'est quand les meilleures périodes pour aller faire des ours, des loups, etc. J'ai nagé là-dedans, j'ai grandi là-dedans. Fait que si on considère qu'il y a une dame nature, il y a un monsieur nature aussi, est-ce que je peux voir? Oui, mais j'aime l'expression de dame nature parce que, je sais pas, au-delà de la photographie animalière, j'adore les grands photographes animaliers ou les grands peintres animaliers qui vouent un immense respect à la faune. Et puis, l'idée de l'appeler mère nature, on dirait en dedans de moi, amène un esprit encore plus protecteur de ces habitats-là, de ces environnements-là, parce que je suis pas gêné de dire que je suis un chasseur. J'ai grandi là-dedans, j'ai connu ça, je respecte l'animal. Puis quand c'est fait dans les règles de l'art, il n'y a rien pour trop s'y en opposer parce que le cheptel est abondant. Si on peut chasser, c'est que le cheptel est abondant. Et souvent, les chasseurs, les traqueurs, les artistes, les photographes animaliers, ils vont être les premiers chiens de garde pour dire « Ah, il y a eu un changement dans l'habitat, il y a des phénomènes qu'on voit. » Ils sont les premiers peut-être à lever la main et à s'inquiéter de toutes ces choses-là, que ce soit chez le poisson, que ce soit chez les migrations d'oiseaux. C'est les premiers à dire « Ah, on voit moins d'hirondelles, tel faut les type protéger. d'hirondelles. » Exactement. Et la plupart des vrais chasseurs d'images, ou chasseurs au sens large, ils ont cet état d'esprit-là. Un peu comme un fermier qui a un élevage de moutons ou de bovins. Il connaît ses animaux, il les respecte, c'est son choix de vie, de vivre comme fermier en campagne. Et puis, il les aime en même temps. Alors, si on les photographie, forcément, il faut les comprendre, il faut analyser leur comportement, il faut savoir comment se comporter dans leur environnement parce qu'ils sont chez eux, ces bêtes-là. Et le but, c'est de ne pas les déranger. C'est de les approcher suffisamment pour être en mesure de les capter l'image qu'on veut montrer de l'animal. Une image aussi qui va représenter le caractère de l'animal. Tu sais, des fois, les gens vont, exemple, le classique, photographier une femelle chevreuil qui a la tête au sol.
le caractère du chevreuil va exploser davantage dans des périodes précises, soit la mise bas, la période d'allaitement ou la période du rut où il va y avoir des bocs, des mâles en l'occurrence, qui vont frotter leur bois ou qui vont engager des combats. Là, à ce moment-là, le caractère spécifique de l'animal va te porter dans l'image. Et un bon photographe de faune, c'est ça qu'il va aller chercher comme photo. Fait qu'il va étudier l'animal, il va analyser son habitat, il va comprendre sa lumière, mais il va faire une insertion discrète, subtile, au cœur de l'habitat de ces bêtes-là. Justement, tu viens de nous décrire c'est quoi une belle photo. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles, c'est quoi un bon photographe? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce que dans mon angle à moi, je suis relié à des revues et puis on en voit passer des photos. On devient même des jurys pour choisir quelle photo qu'on va mettre en lien avec certains articles, certains écrits. Quand j'ai écrit mon livre, notamment Homme des bois, j'ai choisi mes meilleures photos pour décrire le côté spécifique du texte en lien avec des bêtes sauvages. Mais le premier élément pour un bon photographe, c'est que techniquement, il faut qu'il soit très fort. Techniquement, il faut qu'il comprenne que pour aller chercher un animal en mouvement, qui n'est pas toujours un portrait d'un enfant ou d'une mère avec son bébé ou d'une nature morte, tu ne vas pas contrôler nécessairement la distance. Il faut que tu sois capable de t'ajuster, connaître comment travailler avec des lentilles, stabiliser tes images, parce que tout le monde le sait. Plus que l'animal est en mouvement, ou que ce soit une Formule 1, ou que ce soit une scène mouvante, il faut que tu sois capable de stabiliser le plus possible pour aller chercher la plus grande netteté possible. Fait qu'il faut que tu, au maximum, connaisses tous les specs de tes outils. Travailler avec des bons trépieds, avec des bonnes lentilles, être capable de camoufler ça, utiliser des tentes, un peu comme les chasseurs vont faire, cacher ta silhouette pour ne pas faire peur à l'animal, connaître le vent, pas briser de branche, avoir des bons vêtements pour ne pas avoir froid puis quitter au moment qui n'est pas le moment opportun. Mais au-delà de tout ça, ça prend du savoir sur l'animal. Ça prend du savoir-faire, techniquement. Puis ça prend du savoir-être. Fait qu'un bon photographe, c'est la combinaison de ces éléments-là. Beaucoup de savoir sur sa science, sur l'animal. Beaucoup de savoir-faire, s'ajuster techniquement pour ne pas y faire peur. Entendre craquer, avoir ses sens en éveil. Puis du savoir-être. Le savoir-être, si t'es pas bien en forêt, si t'es nerveux en forêt. À titre d'exemple, si j'amène un photographe avec moi pour faire des ours, s'il a peur des ours, l'adrénaline ne sera pas positive. T'sais. Il faut qu'il soit en hyper vigilance. S'il y a un orignal qui arrive, on est en Alaska, on est au Yukon, l'orignal il arrive avec son panache qui a 60 pouces de large, puis il casse des branches. Il ne va pas nécessairement t'attaquer, il va bluffer, il faut que tu comprennes l'animal, tu comprennes son langage. Mais si tu ne connais pas ça, ton savoir-être va générer du stress, puis un peu comme le chasseur, ce qu'on appelle le buck fever. Il va geler. Exact. Fait qu'un très bon photographe animalier, dans la checklist, il y a des crochets à plein d'endroits. OK. Je prends la balle au bon. La question suivante, c'est plutôt au guide que je vais m'adresser. On approche l'animal de quelle façon? De quelle façon on peut commencer à préparer notre expédition, c'est-à-dire choisir les lieux, choisir le temps de l'année? On se prépare comment pour une exposition comme ça? Mm-hmm. La première étape, c'est, à titre d'exemple, au Québec. Parce que la réponse doit être nuancée. Parce que chaque espèce sauvage, que ce soit une espèce ailée ou que ce soit une espèce terrestre, a ses caractéristiques, son habitat, ses besoins, son alimentation, ses saisons. À titre d'exemple, il y a des espèces, et c'est des espèces que je trouve intéressantes pour le photographe parce qu'ils vont nous laisser des chances. À titre d'exemple, tous les oiseaux mangeoires. Les oiseaux vont venir au mangeoire. Si tu sais quoi leur donner au bon moment de l'année, ils vont venir à toi. Donc, le photographe, il se doit d'être patient. Tu peux être devant un étang et toi, parce que tu vas mettre un appelant d'un oiseau, un outarde en l'occurrence, une oie blanche, un canard colvert, les oiseaux vont venir à cause de cet élément-là. Donc, tu rentres dans la psychologie de l'animal pour l'attirer vers toi. Il y a d'autres périodes de l'année où ils sont vulnérables. L'ours noir, tu vas le photographier pas au milieu de l'été. Tu vas le photographier au printemps, quand il sort des tanières, ou à l'automne, parce qu'il va arborer
son plus beau pelage. Sa forêt, sa fourrure va être noire comme ton gilet. Fait qu'il va être magnifique, puis il va rechercher de la nourriture. Fait que si tu vas voir, exemple, au Berge Saint-Maurice, un de mes amis dans le coin de la Tuque, il va t'accueillir dans le coin au sud de la Mauricie, ou si tu vas avec le réseau de la CEPAC, ils ont des endroits spécifiques pour observer et photographier les ours à ces dates spécifiques-là, où l'animal explose dans ses comportements. La même chose chez l'orignal. L'orignal, il y a des périodes d'année, tu vas casser une branche où tu vas juste émettre un petit son d'une femelle ou d'un mâle. Il va venir à toi. Il va venir vers toi. Il a des comportements sociaux, puis il est bavard. Et en faisant juste ce que je viens de faire, tu vas attirer son attention et il va venir vers toi. Alors, il y a plein de subtilités. Dans une échelle extrêmement plus difficile, tu veux photographier des loups. Tu veux photographier un loup gris, un fantôme. Il y a des gens qui ont passé leur vie en forêt. Des coureurs des bois. Après des loups, oui. Puis ils n'en ont jamais vu. Ils veulent en voir. Les gens, ils ont peur des loups. La plupart des gens n'ont pas vu. La plupart des gens, en incluant beaucoup de coureurs des bois, des pêcheurs, des chasseurs, des forestiers. Donc, c'est un animal qui a un odorat extrêmement développé et il fuit l'homme. Les moindres effluves d'odeur, les moindres sons de porte, d'auto qui claquent, il comprend. Il a une bonne audition, il a une bonne vision et il a vraiment un odorat exceptionnel. Avec le chasseur, traqueur, animalier, photographe, qui veut photographier un loup à l'état sauvage, lui, il faut qu'il fasse de l'affût. Il va trouver une carcasse, il va trouver des corbeaux, il va entendre des corbeaux. Un animal mort. Il va y aller tranquillement, à bon vent, il va se cacher, il va se préparer un dôme pour se cacher. Il va juste faire sortir la lentille, puis ça va être une joute de patience. Mais le moment... la première qualité de tout bon photographe, la patience. Animalier surtout. Parce que l'être humain, c'est la beauté de la photographie animalière. C'est qu'il reste des endroits où l'être humain ne contrôle pas tout. Et ça, c'est une beauté incroyable parce que le photographe animalier qui est en période d'attente, qui attend, il réfléchit, il analyse, il regarde l'avant, il réévalue son équipement. Et imaginez l'effet de surprise. J'ai vu ça. Arriver un loup, je me prépare pour la photo, il en arrive un deuxième. Il en arrive 6 loups. Puis au même moment, il y a un coucher de soleil. J'ai vu des scènes de même. J'ai vu des scènes... Tu fais saliver beaucoup de monde à la maison qui, justement, ils ont même de la misère à les prendre correctement dans un parc comme Omega. Puis toi, tu sors, puis tu arrives en faisant les choses correctement avec des shots uniques. C'est juste... En toute humilité, là, c'est juste le fait d'être souvent en forêt. Tu sais, je vais arriver, exemple, je vais aller à l'île d'Anticosti, un endroit de rêve pour les photographes. Matane, un endroit de rêve pour les orignaux. Il y a déjà des sites prévus pour les photographes. Tu as le bord de mer, tu peux faire du mammifère marin en faisant des excursions en mer. Après ça, tu as les oiseaux du rivage, tu as les oies, tu arrives à Matane. C'est quasiment tout en un animalier. Bien, c'est parce que la probabilité que tu vas faire des shots est beaucoup plus élevée parce que tu as choisi un habitat propice à ça. Si tu vas, à titre d'exemple, juste sur la rive nord des grands centres urbains, rive sud, des orignaux, il n'y en a pas. Tu vas aller au Gîte de Boucherville, tu vas trouver des chevreuils. Tu vas aller dans la région de l'Outaouais, pas trop loin, il y a des champs, tu vas trouver des dindons sauvages, tu vas trouver des chevreuils. Tu es capable de t'embusquer, faire des photos. Mais si tu veux de l'orignal, l'élan d'Amérique, il y a des endroits spécifiques à ça. Alors, la réalité de ma vie, c'est quoi? C'est que je vais arriver à l'île d'Anticosti, puis je vais passer 6-7 jours là-bas, et il y a des journées qui ne se passent rien. Il y a du vent, les conditions ne sont pas bonnes. Ça fait partie. Et là, ça fait partie. Mais le lendemain, si tu es analytique, tu sais que ça fait 2 jours qu'il ne fait pas beau, le lendemain, la faune va exploser. Ils vont se nourrir, ils vont sortir. Fait que là, tu vas te lever à 4 h du matin. Ouais. Tu ne reviendras pas au chalet. Tu vas amener tout ce qu'il faut parce que peut-être que les 2 renards qui vont se battre ensemble, ils vont se battre avec la mer en arrière, puis ils vont se battre à 11 h, alors que tous les photographes sont retournés au chalet pour se réchauffer. Mais toi, tu as amené tes affaires, puis tu as des bons vêtements, puis tu es bien équipé. Fait que ce shot-là, tu l'as. À ce moment précis-là, parce que tu étais là. Tu m'ouvres une porte. Écoute, tu m'as parlé des pantalons. J'aimerais que tu nous montres les pantalons qu'il y a ici. Écoutez, moi, je connaissais vraiment pas ça. Je dois avouer que c'est la première fois que je vois ça. Puis je pense que n'importe qui veut prendre des photos à l'extérieur, des photos animalières, ça doit d'avoir ça. Bien, dans le fond, les gens qui nous écoutent présentement, ils comprennent puis ils vont faire des liens que si on veut
justement, rester la journée au complet. Ou si on ne veut pas avoir des désagréments. C'est comme une expédition de pêche. J'amène des gens à la pêche. Si en partant de la journée, met le pied dans le trou d'eau, remplit la botte, je suis pas convaincu que le jeune de 12-13 ans, même si ça mord, qu'il va trouver ça le fun, d'être inconfortable à 4 km en plein bois, quand il y a froid, puis quand ses pieds sont mouillés. C'est la même chose. Que je chasse à l'arc, que j'entende pour faire la photo d'un ours incroyable ou d'un chevreuil albinos. T'imagines, j'ai fait des photos dans mon livre, un chevreuil blanc. T'imagines la réalité, en plein bois. Si j'avais été inconfortable, je savais qu'il était là. Puis je savais que c'est une question de temps, je le verrais. Puis il est sorti au bon moment, avec le coucher de soleil, je le lis dans le livre Homme des bois, justement. Si j'avais été inconfortable, je suis pas sûr si j'avais été en mesure de rester là. Mais tu prends des pantalons comme ça. Ils ont été faits ou inventés par des gens de bois, par des gens qui comprennent les exigences. À titre d'exemple, il y a des genouillères. En partant, l'habit est camouflage et silencieux. Donc, Silencieux, ça veut dire qu'on n'entend pas le fond. l'abrasion sur les branches. Si, à titre d'exemple, je te guide, on s'en va faire des photos animalières, que ce soit des loups, des coyotes, des orignaux, des chevreuils. Ils ont des immenses oreilles, des capacités auditives qui sont bien au-delà des nôtres. OK. Et là, on traque l'animal, puis au mauvais moment, parce que ton vêtement, il fait un bruissement, un vêtement qui est imperméable, mais le vêtement, il fait du bruit, l'animal va l'entendre, puis il va partir. On va manquer la bête. Alors que si on ne fait pas peur, puis on se laisse accepter par l'animal, on peut passer 2 heures devant lui. Là. Philippe Henry, là, il trouve des communautés d'orignaux, on passe la journée avec eux autres, ils se couchent, puis lui, il attend quand il se lève, il voit ça, c'est un photographe exceptionnel, mais il est bien habillé. Fait que si on prend une pièce de vêtement comme ça, silencieuse, les genoux coussinés à l'épreuve de la pluie, parce qu'on se met à genoux pour faire des photos, Souvent. de surcroît, là derrière, la même chose. Les endroits stratégiques où on va s'asseoir au sol, à l'épreuve de l'eau, les genoux à l'épreuve de l'eau, puis le reste, très résistant au vent, et en plus, plein de poches pour mettre son équipement. La compagnie Sitka font ça, c'est un vêtement exceptionnel. Et un photographe animalier qui ne veut pas vivre d'inconfort se doit de porter une attention à ça. Parce que si tu t'en vas avec des jeans en pleine forêt, c'est mouillé à un moment donné, la température change, des fois ça va changer pendant que l'événement il est là. Rapidement aussi. Alors, l'inconfort va amener des désagréments pour l'expérience photographique et pour le résultat photographique. Fait que c'est vraiment un win-win. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'aurais aimé ça, savoir que ça existait. J'étais même pas au courant. Moi, ce que j'avais vu, c'était des vêtements de chasseurs. Mais ça, la personne qui a pensé à ça, elle a pensé à des gens comme moi qui vont dans le bois faire de la photo, puis pour qu'ils soient bien. Exactement. C'est pour ça que des fois, il faut prendre le temps aussi de regarder qu'est-ce qui se fait au niveau du matériel de grand air, au niveau du matériel des randonneurs, puis le matériel de chasse, forcément. Prenons exemple. Les gens vont faire de la photographie animalière, puis ils n'ont pas de GPS. T'sais. Des fois, je vais partir en forêt, l'animal est là, puis là, il va aller se placer avec une belle lumière du jour dans un creux de montagne, puis là, l'animal, parce qu'il est loin d'un sentier, il se sent plus à l'aise. Il y a moins de randonneurs, il y a moins de bruit, il y a moins d'auto. Mais la plus belle photo que tu vas aller faire, là, c'est là que tu vas aller en faire. Mais si tu n'as pas de GPS avec toi, un GPS, il dit partout ce que tu es. Là. Et surtout comment revenir. Tout le temps. Fait que tu n'as pas besoin de te préoccuper de rien maintenant. Avant, c'était pas comme ça. C'était une boussole avec des cartes. Mais avec les nouvelles technologies, là, tu sais où ce que tu es. Tu prends un point de repérage à un endroit spécifique, puis tu n'as plus besoin de te soucier de ça. Fait que tu ne vas faire que traquer l'animal pour faire les belles photos, anticiper ses déplacements, les déplacer en fonction du soleil, en fonction de la lumière que tu veux exposer sur ta photo. D'autre part, une autre technologie, les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance. Que tu nous en parles de ça, parce que pour moi, c'est du gadget. Ah, c'est pas du gadget. C'est pas du gadget, parce que la caméra de surveillance, ce n'est pas qu'une caméra de surveillance. C'est une station de météo, parce que la caméra qui a fait la photo, elle t'indique la météo au moment de la photo. Elle t'indique à quelle heure l'animal a passé, la direction que l'animal a pris. Elle t'indique est-ce que l'animal a les caractéristiques à propos pour la photo. À titre d'exemple, prenons un exemple. Le caméraman, le photographe, il trouve une carcasse d'un animal, mort naturellement. Des loups l'ont attrapé ou des coyotes, peu importe, mort naturelle. Qui va aller manger cette carcasse-là? Ça peut être des aigles à tête blanche, des pillards à tête blanche. Ça peut être des aigles dorés, des aigles royaux. Ça peut être des coyotes, ça peut être des renards, ça peut être des martres, ça peut être des pécans. Il peut y avoir une mosaïque de diversité de prédateurs qui vont y aller.
Mais avant d'attendre, l'idée, c'est de savoir qui y va. En fonction de ta photo. T'envoies ton éclaireur. T'envoies ton éclaireur, jour, nuit, tu vois les moments où il vient, tu vois par où il arrive, tu vois ta lumière. Une fois que tu sais ça, tu vas faire ton affût, tu vas faire ta cache, l'endroit où tu vas te mettre en retrait pour observer ce qui va arriver. Tu comprends? Une méchante longueur d'avance. Incroyable. L'autre élément, tu vois plein de traces de chevreuils, tu vois des sentiers de chevreuils, tu vois bien qu'il y a des chevreuils, mais est-ce qu'ils sont de jour? Est-ce qu'ils sont de nuit? Est-ce qu'ils sont au crépuscule? Aux aurores? Tu mets la caméra va te le dire. Sans que tu y ailles. Et là, tu vas comprendre. Sans les déranger aussi. Sans les déranger et sans y être toi pour comprendre ça. Elle va t'aider, tu vas sauver du temps. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vraiment. Puis j'ai photographié toutes sortes de choses avec ça, des combats d'ours. J'ai photographié des mères qui se font allaiter par des bébés, que ce soit des chevreuils ou des orgnaux. Toutes sortes de scènes, des loups, alouettes, là, parle-en. Les biologistes maintenant qui veulent répertorier la présence, exemple, de cougars à des endroits spécifiques au Canada, ou, exemple, si on aménage une forêt suite à une nouvelle route qui passe ou une intervention humaine, on veut savoir si on fait un overpass pour que le gibier passe, pour pas qu'il se fasse frapper par les autos, on met des caméras de surveillance. Est-ce que les grizzlies passent? Est-ce que les ours noirs? Est-ce que les animaux l'empruntent? On l'utilise beaucoup maintenant, les photos pour comprendre. À l'époque, j'avais une pourvoirie. Je voulais faire un équilibre en fonction de la pression de chasse. Je voulais garder beaucoup d'orgnaux, mais offrir une pression de chasse honnête. J'avais fait des albums de photos. Mettais des blocs de sel. Les orgnaux venaient lécher le bloc de sel. Haute bonne technique pour le photographe. Ouais. Et là, je faisais mes albums de famille. À tel endroit, j'ai 6 orgnaux. Je les reconnaissais. Les panaches, des fois les cicatrices. Et là, j'étais capable de dire, dans un environnement de 80 km², j'ai à peu près tant d'orgnaux. Alors, je suis capable de déduire quelle pression de chasse que je peux octroyer pour que tout soit équilibré, puis que les caméramans, puis les photographes viennent, puis qu'eux autres aussi aient leur image, puis que le chasseur aussi repartent avec de la viande sans faire des loin de l'estimation, parce que là, tu fonctionnes vraiment avec ce qui est là. Tu peux en placer à différents endroits pour savoir exactement comment ça se passe. Exactement. Puis pour tout, là, ça peut être pour, dans le fond, à quel endroit les oies vont atterrir. Ils vont arriver de par où, parce que ta caméra, dès qu'il y a du mouvement, elle va faire des photos. Tu vas répertorier ça. On est juste sur le bord de la triche. Bien, dans certains contextes, c'est ça qui va faire la différence. Et là où je dis que c'est pas de la triche, c'est qu'il faut juste comprendre une chose. Il faut l'analyser aussi. Exactement. Puis ces animaux-là, on n'est pas là, oubliez les parcs, oubliez les zoos. Là. On est vraiment avec des bêtes nature, qui sont en synergie complète. Et là, soit c'est une proie ou soit c'est un prédateur. Fait que les cervidés, un chevreuil en l'occurrence, il y a beaucoup de prédateurs. Ils travaillent avec la vitesse, ils travaillent avec la finesse. Alors lui, il sent, il analyse, il écoute. Les oreilles bidirectionnelles, un odorat hyper développé. Fait que le photographe d'un jour qui s'improvise puis qui pense qu'à sa première sortie, il va aller photographier une page couverture d'un calendrier. Il risque d'être déçu. Il va être déçu. C'est sûr, il va être déçu. Parce qu'il va leur faire peur, il va les entendre souffler, il va les entendre courir, il va savoir ce qu'il a fait. Il verra peut-être rien de la journée. Exactement. Il va se rendre compte qu'il était peut-être à mauvais vent. C'est toutes des techniques. Mais ta caméra de surveillance peut te permettre de dire, OK, il arrive comme ça, le chevreuil, je vais l'intercepter comme ça dans ma photo. Tu peux lancer du gazon dans les airs comme les joueurs de golf vont faire, tu vas à la direction du vent, puis tu vas te mettre absolument sûr pour ne pas avoir le vent dans le dos en fonction d'où l'animal arrive. Et malgré tout ça, il y a des animaux qui vont te contourner. Il y a des animaux qui vont arriver par une autre direction, ils vont déceler ta présence. En décelant ta présence, ils vont alerter les autres animaux. Alors, le site ne deviendrait plus aussi excellent qu'il était. Moi, je te dirais que, par contre, c'est un challenge que j'aime bien. Parce qu'on s'entend que quand tu t'achètes, t'es fou. Tu le sais là, que tu as travaillé pour, parce que les gens à la maison, je veux que vous compreniez, puis je pense que c'est clair quand on en parle avec toi, Michel, qu'une photo dans la nature, c'est pas ça. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Même rendu sur le terrain, on n'est jamais sûr de rien. On a la meilleure préparation du monde. On ne sait pas ce qui va nous attendre. J'aimerais qu'on prenne les quelques minutes qui nous restent pour voir des photos, justement. Celle-là, je l'adore. Quand on parle de photos quasi parfaites. Et ça, c'est la photo d'une photo, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas avec les appareils comme aujourd'hui. Donc, on achetait des 36 poses ou des 24 poses, puis on partait à... Et ça, c'est un jeune orignal
qui avait été abandonné à l'époque par sa mère, et puis on l'a relivré à la nature. D'ailleurs, au parc C'est Omega. celui qui était au parc, C'est oui, pas hein? celui-là, c'est un Non? autre, OK. mais il n'y a rien qui ressemble plus à un jeune orignal Qu'un autre jeune orignal. Au parc Omega, c'est la même histoire. Quand j'étais pourvoyeur, une femelle elle a subi une situation exceptionnelle, puis il a fallu qu'on prenne le bébé en charge. On avait appelé les agents de la fonte, on n'a pas le droit de faire ça. Appelé les agents de la fonte, j'ai appelé un vétérinaire pour savoir comment prendre soin. Puis aujourd'hui, Mike Mousse, on l'a appelé comme ça, il y a 6 ans, il a une immense panache. Et puis, ça nous permettait de travailler la lumière, l'animal. Il finissait par être familier avec nous autres. Fait que ça fait des bons sujets photographiques. Pas de domestiqué, mais pas loin. Quand il est jeune, il y a une relation de dépendance. Parce OK. que vu qu'il n'y a pas de mère, celui qui va lui donner le lait ou qui va en prendre soin, tu développes une relation exceptionnelle. Et je suis content de parler un peu de cette histoire-là parce que moi, ce jeune orignal-là, j'ai donné le lait souvent. J'ai nagé avec, j'ai montré quoi manger, quoi pas manger. Puis aujourd'hui, c'est un immense mâle. Et puis, c'est sûr que c'est un sujet de photographie facile pour moi. Mais j'ai appris beaucoup avec lui pour aller traquer d'autres. Parce que j'ai appris beaucoup des détails de son comportement, son langage. J'en savais déjà beaucoup, mais quand tu en as un qui vit une partie du temps près de toi, c'est une autre affaire. T'sais, alors, c'est des photos mémorables qui pourraient servir pour faire des peintures parce que là, on a tout. Elle est superbe. Ouais, magnifique. Est-ce qu'on peut avoir une autre photo, s'il vous plaît? Je parlais en préambule tantôt de l'art de comprendre l'animal. Et un photographe qui va marcher en forêt, un matin de brume comme ça, l'automne, quand il y a une différence de température entre la nuit et le jour, puis la forêt est humide, il crée déjà un scénario pour mettre l'animal en valeur. Parce qu'il vit là-dedans. C'est un fantôme. Et juste utiliser un bois d'orignal, un panache ou un aviron frotté sur un arbre, fait attirer l'orignal. Puis il va sortir en étant majestueux. Il va sortir comme étant le plus beau roi de la forêt, comme on le voit à l'écran. Wow! Je pense que c'est exactement... Garder les oreilles, où il va montrer son rang social, il va s'affirmer. Le panache éblouissant. On voit encore le matin, on voit la forêt derrière qui est colorée. Ça, c'est des photos exceptionnelles. On voit l'œil de l'animal, on voit son caractère, on voit son habitat, on voit son royaume, on voit tout. C'est des photos parfaites. L'animal, il vient, puis en même temps, quand tu le regardes après, agrandi chez toi avec un cadre en bois de grange, tu te souviens qu'il s'en venait, puis qu'il cassait des arbres, puis il voulait te montrer qu'il était le maître des lieux. Alors ça, une apparition comme ça, avec un client que je vais emmener pour faire une photo comme ça, puis je vais lui faire vivre ça. Il va s'en souvenir toute sa vie. C'est sûr. Il y a des clients qui vont arriver de l'Europe, qui vont arriver de d'autres continents, puis ils vont voir cette bête-là qui est immense, qui est énorme, puis qui est vocale. C'est exceptionnel parce qu'en plus de l'expérience photographique, tu as l'expérience sonore parce qu'ils sont bavards, les orignaux. Alors ça, c'est des photos mémorables comme expérience à vivre. Écoute, malheureusement, Michel, c'est déjà la fin. Il me semble que j'aurais fait un autre demi-heure facile avec toi. Un gros merci. Ça me fait plaisir de se revoir. Puis on revient la saison prochaine. Fait que probablement qu'on pourrait peut-être s'arranger nos petits rendez-vous. Fait qu'un gros merci encore. Merci à vous autres aussi. Ciao, la gang. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine avec une autre émission. Amusez-vous bien.